Mathilde Alanic, Les roses refleurissent, chapitre 14. Adrien, le soir de ce jour, la dernière leçon terminée, s'asseyait à son bureau pour y transcrire une idée musicale. Son stylographe resta en suspens au-dessus de la page rayée de portée. Estelle, des deux mains appuyées à la table, se penchait vers lui. « Je voudrais te parler, frère. » Il prévit des questions d'économie domestique, aboutissant à une demande de subside, et grommela, impatient. « Fais vite, ma grande, j'ai à travailler. C'est que le motif qui me presse est important. Pour moi, du moins. Il s'agit d'un mariage. » L'artiste se redressa, surpris. « Un mariage, vraiment? Tiens, voilà de l'imprévu. » Oh, bien imprévu, en effet. C'est monsieur Marcenat qui m'a adressé cette proposition, et je l'ai acceptée. Monsieur Marcenat? Et de quelle part? Mais de la sienne, fit Estelle avec un demi-sourire. Adrien bondit sur son siège et lâcha l'onoto qui roula sur le papier en traçant des zigzags noirs. Monsieur Marcenat? Pas possible! Il regardait sa sœur avec autant d'émerveillement que si elle eût été promue reine de Saba. Le charme fin, la tendre grâce de cette figure trop familière à ses yeux pour qu'il la connût bien, le frappèrent tout à coup. Il se rappela en même temps l'émotion déjà lointaine d'un autre aveu, les espérances d'Estelle brisées en leurs fleurs. Et sa nature sensitive fut violemment touchée. S'élançant vers la jeune fille, il lui prit la tête à deux mains. « Ah, petite sœur, quelle revanche! Monsieur Marcenat s'était donc épris de toi, sans en rien laisser soupçonner ?» La physionomie transparente d'Estelle se figea en une immobilité subite. Deux plis au coin des lèvres, elle répondit, en baissant lentement les paupières, « Non, ne t'égare pas dans le romanesque, mon ami. Ce n'est point par fantaisie ou sentiment que M. Marcenat m'a choisi, mais pour des raisons très graves. Et il me donne par là une preuve éminente de confiance et d'estime. » Brièvement, elle précisa les circonstances. Adrien s'impressionna en apprenant les mélancoliques auspices planant sur cette union, qui lui semblait d'abord si brillante. Il crut de son devoir fraternel d'exprimer quelques objections. Mais Estelle les écarta en bloc, avec fermeté. « Mon parti est pris. Je ne pense pas trouver jamais à faire de ma vie un meilleur emploi. Avec toi seul, je m'expliquerai ainsi. Je ne veux pas subir la fatigue d'exposer les vrais mobiles de ma décision à des indifférents, et le remords de livrer les combats intimes d'un homme que je respecte aux commentaires du public. Quoi qu'il arrive, sois-en certain, je trouverai dans ce qu'on nommerait communément un sacrifice des satisfactions de conscience très profondes. Connais-tu quelqu'un qui mérite davantage que M. Marcenat? Tu prêches un convaincu, et ce serait une gloire extravagante de m'allier à M. Marcenat, sans les craintes qui te concernent, ma petite Estelle. Oh, je sais, mieux que personne, qu'il y a en toi l'étoffe d'une sœur de charité. Mais tu as raison de réserver pour nous seuls ces considérations délicates. Le vulgaire ne comprendrait pas. Ce qui sera enrageant, c'est que, ignorant la belle part que tu apportes, on t'accusera de faire un marché. Si la vérité était connue, on me jugerait encore plus bassement intéressée, répliqua Estelle, qui avait pu observer de près, chez les Bussé, les procédés de la médisance et de la critique diffamatoire. Plaçons-nous au-dessus de ces mesquineries, va! Sans quoi l'on ne ferait jamais rien qui dépasse le jugement des sots et des malveillants.
Cette tranquille philosophie convainquit Adrien. « Tu as raison. Et puis, malgré tout, j'ai de l'espoir pour toi et pour lui. C'est tout de même diantrement flatteur de te voir choisir un pareil homme. » « Monsieur Marcenat, articula-t-il, écoutant chaque syllabe, Monsieur Marcenat va devenir mon frère devant Dieu et devant les hommes. Est-ce vraisemblable? À qui le demandes-tu? Murmura Estelle, les yeux vagues et la voix lointaine. Peut-être ai-je rêvé tout cela? Mais il fallut bien se rendre à l'évidence, lorsque, le dimanche suivant, Monsieur Marcenat se montra au seuil du petit logis. Le prodige entrait dans la réalité habituelle. Cependant, à cette entrevue et aux suivantes, ni Vincent Marcenat, ni Estelle ne retrouvaient plus la minute émouvante où leurs âmes s'étaient senties toutes proches. L'extérieur de la vie se glissait entre eux avec les 1000 exigences des formalités légales ou protocolaires et les règlements des questions pratiques. Et tandis que se supputaient dates et chiffres, la poésie, tant soit peu élégiaque, dont la jeune fille avait paré cette union, s'abaissait jusqu'au prosaïsme le plus plat. Heureusement, Monique et quelques autres surent trouver ces paroles de sympathie vraies et chaudes dont le souvenir demeure et fortifie. « Vous acceptez une bien belle œuvre, ma chère fille, » dit le curé de Lusignan, vieil ami du conseiller général, instruit des premiers. « Que Dieu vous garde tous deux. » Et Monique, serrant sa sœur de 2 mains sur son cœur de jeune amoureuse, murmura, ses jolis yeux brouillés d'eau. « Comme je vous comprends, c'est si bon, n'est-ce pas, de donner du bonheur ?» Mademoiselle Gaby, elle, à la première annonce du grand projet, se rebiffa. « Monsieur Marcenat! Ah, ben non! Un monsieur si sérieux! Jamais je n'oserais le traiter comme un beau-frère. » Le fait est qu'on se figurait difficilement l'avocate endurant les niches et les espiègleries dont l'aimable jeune personne gratifiait Adrien Gerfaut. Mais l'orgueil de participer à un mystère d'importance brida la langue de mademoiselle Gaby. Et ses idées virèrent subitement quand, la veille des noces de Monique, elle vit arriver, à l'adresse de la mariée, une ravissante étoile de brillant, tandis qu'elle-même recevait un charmant collier de turquoise, dans un écrin de velours blanc si coquet que la fillette déplora de ne pouvoir l'exhiber aussi. Dès lors elle fut conquise, et accepta l'espoir d'une alliance avec le généreux donateur. Il arriva enfin ce mardi de Quasimodo qui, depuis une si longue suite de mois, hypnotisait la pensée d'Adrien et de Monique. Un clair soleil dorait le ciel d'avril. Les oiseaux tapageaient autour des nids, du haut en bas des tours de Saint-Pierre. Les orgues remplissaient de leurs rumeurs l'intérieur de l'église, pendant que la harpe, les violons et les violoncelles mêlaient leurs accords caressants. Au-dessus de tous ces bruits d'allégresse, composant la symphonie du bonheur, l'artiste entendait s'élever le chant triomphal de son amour. Magnifica! Béni soit celui qui m'envoie un de ses anges. Et dans le défilé de la sortie, quand il sentit contre le sien le cher petit bras tremblant, et, à chaque pas, le frôlement de la robe blanche, alors une telle montée d'orgueil souleva Adrien qu'il fit le chemin sans toucher, pour ainsi dire, les dalles. Et l'inégalité légère de sa démarche fut à peine sensible. Estelle, derrière les jeunes époux, s'avançait au bras d'un ami d'Adrien, avec un visage hermétique et une inconscience de somnambule. Dans le rayonnement de cette félicité, elle se repliait,
prise de malaise, et ne percevait plus d'autre sensation que l'enserrement du cercle d'or où pesait une émeraude passée à son doigt quelques jours auparavant. L'anneau, caché sous son gant, lui rappelait la promesse qui engageait son avenir. Cette promesse, elle ne la regrettait pas. Mais il faudrait, d'un bond, gagner le but. L'énergie s'use aux difficultés préliminaires. Et les moindres incidents agitaient la jeune fille d'inquiètes prévisions. À la table de noces, environnée d'une guirlande de visages épanouis, Estelle se représentait ce que serait son propre mariage, si différent de cette fête cordiale. Au lieu du tendre émoi, de l'effervescente espérance des jeunes mariés d'aujourd'hui, quelles réticences graves, quelles anxieuses arrière-pensées chez l'un et l'autre des époux. Et, à la place de l'excellente madame Françon, inondée de larmes affectueuses, il faudrait, hélas, envisager la méfiante et altière madame d'Alire, si la sœur de monsieur Marcenat condescendait à sanctionner, par sa présence, une union qu'elle devait honnir. La jeune fille frissonnait à cette imagination comme une enfant menacée de la fée Carabosse. Madame d'Alire la terrifiait. Et elle redoutait surtout les chagrins et les contrariétés qui résulteraient, pour monsieur Marcenat, d'un conflit avec sa sœur unique. Le conseiller général, pour éviter les conjectures trop prématurées, s'était abstenu de figurer dans le cortège nuptial. Il avait assisté à la messe en simple invité. Vers le soir, il reparut, alors qu'un petit concert s'organisait pour clore la réunion. Il venait de passer ses 3 derniers jours aux Sables d'Olonne. S'était-il ouvert à sa sœur? Estelle, timide encore avec celui qu'elle s'étonnait d'appeler son fiancé, n'osa l'interroger sur ce point délicat. Cependant, Vincent Marcenat lui-même parlait de madame d'Alire en termes affectueux et contristés. Il l'avait trouvée en fâcheux état. La veuve laissait, en effet, sa maison de la Chaume à son fils aîné, pour s'aménager dans une villa neuve, fort coquette, du Remblai. Mais la construction était à peine achevée, et écoutant le conseil de son frère, madame d'Alire viendrait se reposer quelque temps à Poitiers, dans son pied-à-terre de la rue du Puygareau. Estelle crut comprendre le sous-entendu de cette information. Vincent Marcenat ajoutait d'un air particulièrement satisfait. « Ma sœur arrive lundi prochain. Se sentant vraiment affaiblie, elle va réaliser son idée de s'adjoindre une aide. La personne dont vous m'avez parlé pourra se présenter. Je l'ai recommandée selon votre désir. » Il semblait enchanté d'avoir mené à bien cette petite négociation et de placer, près de sa sœur, une amie de sa fiancée. Estelle Gerfaut, dès le lendemain, s'en fut avertir obligeamment Caroline. « Si mademoiselle d'Alire arrive lundi, j'irai la voir le lendemain. Il faut battre le fer tandis qu'il est chaud, » répliqua mademoiselle la Guépie, dogmatique et péremptoire. « Je savais bien que votre intervention me serait propice. Je ne m'étais pas trompée, hein ? Monsieur Marcenat nous a toujours montré beaucoup de bienveillance, fit Estelle évasivement. Cependant, madame d'Alire ne connaissant guère que mon frère, il est inutile de lui parler de moi. Mon nom ne serait d'aucun effet sur elle. Comme il vous plaira, c'est à vous néanmoins que je dois cette introduction, et je m'en souviendrai. Tout de suite après ma visite, j'irai vous en apprendre le résultat. » L'après-midi du mardi suivant, en effet, malgré sa répugnance à pénétrer dans le logis conjugal d'Adrien Gerfaut, la fière petite demoiselle arriva, de grand deuil revêtue, mais la mine triomphante. Tout marchait à souhait.
Madame d'Alire, froide comme une banquise d'abord, s'était peu à peu humanisée. Il lui avait bien fallu reconnaître que mademoiselle la Guépie, ayant vécu à Paris et en Angleterre, possédant des talents variés, une instruction supérieure, une éducation brillante, sortait tout à fait du commun. Bref, Caroline entrait en fonction au bout de cette quinzaine. Les conditions étaient assez honnêtes, quoique madame d'Alire, en bonne bourgeoise provinciale, parut tenir fort à l'argent. Mais mademoiselle la Guépie aurait la haute main sur les domestiques, ce qui lui permettrait d'assurer ses goûts d'autorité et de domination. Elle se rengorgeait, ravie et entraînée aux expansions. Elle chuchota en détirant ses gants sur ses doigts un peu crochus. Madame d'Alire m'a laissé entrevoir qu'elle cherchait à s'assurer une auxiliaire, parce que, ses charges et ses occupations pouvant devenir plus lourdes encore, elle craignait de ne plus suffire à la tâche. J'ai deviné quel compte aller habiter avec son frère. Ne serait-ce pas le meilleur parti pour eux deux? Les yeux lui étincelaient de plaisir à l'idée de gouverner quelques jours cet important train de maison, et peut-être, qui sait, de prendre en serré le veuf placé à sa portée. Transportée d'espérance, Caroline s'en alla, sautillant sous son voile pendant et son mantelet de crêpe. Mais comme elle atteignait le palier, son allure frétillante se raidit soudain. La femme exécrée, promue récemment madame Adrien Gerfaut, escaladait en courant l'escalier. Caroline lança un coup d'œil vipérin à l'innocente Monique, et sans réclamer, cette fois, de présentation, s'éloigna en hâte. « Cette dame paraît bien irritée, » remarqua la jeune femme surprise. « Que lui avez-vous donc fait, ma chère Estelle ?» Mais Estelle n'avait pas pris garde à cette petite scène. Des vantardises de Caroline, un seul détail lui restait dans l'esprit. Quoi, madame d'Alire comptait faire maison commune avec son frère. Elle ignorait donc encore? Évidemment, M. Marcenat redoutait, pour sa sœur, le contre-coup de son aveu. Elle était son aînée de 10 ans, et d'une santé précaire, exigeant des précautions. Il prévoyait qu'il devait la heurter et la froisser, en ses préjugés ou en ses sentiments. Les inquiétudes d'Estelle redoublèrent. À la première visite de M. Marcenat, la jeune fille, quoiqu'il lui en coûtât d'aborder ce sujet, s'aventura à confesser sa gêne et son souci. Doucement, il l'interrompit. Une rougeur subite sous sa peau bistrée. « Tranquillisez-vous, tout a été dit hier. J'avais dissimulé jusqu'ici, à ma sœur, l'affliction qui me menace. Je la lui ai révélée, en lui apprenant aussi à quelle décision cette épreuve m'a conduit, et la place que vous acceptez d'occuper près de moi. » Elle attendit, impatiente et anxieuse, la suite. Mais M. Marcenat, arrêtant là son récit, concluait simplement. « Ma sœur m'aime. Elle vous affectionnera aussi quand elle vous connaîtra bien. Laissons-lui un peu le temps de s'habituer à cette expectative inattendue, et je suis certain qu'elle vous fera excellent accueil. »